Bonjour à toutes et à tous, c'est Christophe Minier pour Café Vert, le podcast qui traite de l'écologie autour d'un bon café. Chaque semaine, nous irons à la rencontre de personnes, comme vous, comme moi, qui ont décidé de faire le pas d'un mode de vie plus écolo. Plus de voitures, plus de déchets, plus de viande. Ils sont chacun, à leur manière, passés à l'action pour l'environnement. Nous verrons avec eux pourquoi ils se sont lancés, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer et les bénéfices qu'ils en ont retirés. Vous pouvez retrouver dès maintenant les épisodes de Café Vert sur votre application de podcast préférée ou sur notre site internet cafévertpodcast.fr. Bonne écoute! Et donc pour ce nouvel épisode de Café Vert, je reçois aujourd'hui Maël. Maël, comment ça va? Salut, ça va très bien. Du coup, peut-être une petite question pour introduire. Là, comment s'est passé ton confinement? T'étais où? C'était très bien. Moi, j'ai quitté Paris, j'ai fui mon nouvel appartement que je venais d'occuper depuis 3 semaines pour retourner chez mes parents dans la campagne nantaise. Donc j'avais un grand jardin et puis j'ai pu en profiter pour bronzer un petit peu. Pour bronzer, voilà. Pour pouvoir sortir, ouais, donc clairement, c'est beaucoup mieux de passer le confinement plutôt que dans à un petit l'extérieur. 40 mètres carrés là. Ouais. Non, complètement, ouais. Et avec toi, donc aujourd'hui, on va parler de sujets assez divers au final. On va un peu parler végétarisme, puisque tu es végétarien depuis combien de temps? Ça fait à peu près 3 ans. 3 ans. Un peu moins. Et également parler transport, parce que tu as arrêté de prendre l'avion, ou tu en prends le moins possible, en tout cas, quel est ton... Je le prends plus. Après, c'est que aussi j'ai pas eu l'occasion, donc j'ai pas été trop testé sur cette question. Et en tout cas, on va surtout parler d'un voyage que tu as fait, un road trip, mais bon, ce sera plus tard dans l'interview. On va commencer un peu par le végétarisme. Donc, tu as dit que tu avais commencé il y a 3 ans. Quel était ton rapport à la nourriture avant de commencer ton végétarisme? Avant, moi je mangeais de tout sans problème. Et puis j'aimais bien la viande. J'étais vraiment quelqu'un qui aimait la viande sans problème. Le poisson aussi. Et puis, Tu faisais la différenciation un peu viande de bonne qualité et steak haché acheté en centre commercial, ou c'était toute viande confondue Moi je faisais pas trop attention. Par exemple, j'aimais bien les cordons bleus que tu peux acheter dans le supermarché. Mais évidemment, la bonne viande, on voit la différence, c'était mieux. Mais ça coûtait cher. Donc, voilà. Et quel était le déclic justement qui a fait que tu es passé d'une consommation de viande à une consommation beaucoup plus végétarienne? En fait, c'est des questions qui me trottaient dans la tête depuis un moment déjà. Je savais que la viande, c'était pas bon pour le climat d'en avoir une consommation importante. Et donc, ça me trottait dans la tête, mais j'avais jamais trouvé le courage, ou même, je m'étais jamais en fait vraiment posé la question. Une sorte de dissonance cognitive. Ouais, c'est vrai. Mais en 2017... En fait, ma copine, elle a commencé à décider qu'elle allait être végétarienne. Pour les mêmes raisons aussi un peu climatiques, ou pour toute autre raison? Pour les mêmes raisons, avec en plus l'aspect condition animale qui lui parle peut-être un peu plus qu'à moi. Parce que moi, disons que c'est vraiment pas pour ça que je suis allé vers le végétarisme, c'est vraiment pour des raisons climatiques plutôt. Même si au fur et à mesure, disons que c'est d'autant plus facile d'arrêter de manger la viande que tu sais que les animaux, ça évite de la souffrance animale, quoi. Et donc... Non, vas-y, continue. Ouais, mais donc ma copine a commencé à être végétarienne et comme on a habité ensemble en Suède pendant un moment, c'était l'occasion pour que je m'y mette franchement. Et donc ça s'est fait facilement en fait. J'ai arrêté de manger de la viande puisqu'elle en mangeait pas, on mangeait la même chose et comme ça il n'y avait pas besoin de faire des plats différents. D'ailleurs, à ce sujet, avec une ancienne personne qui est intervenue dans le podcast, donc Nicolas, on a justement discuté du végétarisme un peu selon les pays. Il avait sorti cette idée qui au final est assez vraie, c'est que plus la nourriture, plus la gastronomie dans un pays est entre guillemets mauvaise, plus c'est facile d'être végétarien. En prenant l'exemple parfait, c'est l'Angleterre, où la nourriture c'est pas forcément l'une de leurs meilleures qualités. Et au final, c'est très facile d'être végétarien, alors qu'à contrario, en France, tu sais, la gastronomie française, c'est quand même bonne pièce de vente. C'est sûr que la gastronomie française sans viande, on connaît pas trop. Et du coup, en Suède, comment c'était justement? En Suède, c'était pas mal parce que déjà en Suède, oui, c'est facile de trouver dans les restaurants, tu trouves beaucoup plus facilement des alternatives végétariennes qu'en France. Donc c'est déjà beaucoup plus facile. Et surtout, pour moi, un argument de massue, c'était qu'en Suède, je trouvais facilement du halloumi. Du halloumi? Du halloumi, le fromage chypriote, je crois, quelque chose comme ça, qui permet que tu peux griller, bon, qui est super bon et qui te remplace. En gros, ça ressemble un petit peu à du poulet, quoi. Et donc pour une transition, c'est plutôt pas mal. Donc j'étais très content d'avoir ça. Du coup, t'en mettais un peu partout, c'est ça? Un peu partout. Après, le halloumi, c'est vite écœurant quand on prend trop quand même. Donc j'en prenais pas tout le temps, mais disons que ça faisait une bonne transition. Et quand je suis revenu en France, après, j'ai galéré à en trouver.
Et juste là, la semaine dernière, je suis allé dans une boutique à Paris, c'est plus facile, mais à Nantes, j'en ai jamais trouvé. Et là, j'en ai trouvé, donc j'étais content. Une boutique d'halloumi. C'est une boutique, c'est un traiteur grec quoi, qui vend du halloumi, entre autres. Et pour le végétarisme aussi, tu as eu de la difficulté à trouver des bons plats végétariens quand tu es revenu en France ou pas? Déjà, oui, quand tu vas dans un restaurant, je trouve que c'est beaucoup plus difficile de trouver quelque chose de végétarien ici. Ça m'arrivait de même aller dans une pizzeria où la seule option végétarienne c'était soit la margarita, super. Ou la queue de fromage, même pas? La queue de fromage, ouais, genre, j'en ai marre de celle-ci. Et sinon, encore la même végétarienne qu'il n'y a même pas à chaque fois. Et il n'y a aucune inventivité, quoi. Mais bon, voilà, donc c'était beaucoup moins facile ici. Et justement, là on va revenir vraiment au tout début. Tu as commencé à être végétarien de façon progressive ou tu as complètement arrêté justement et tu as trouvé des solutions directement? En fait, quand je suis arrivé en Suède, donc ma copine n'était pas encore arrivée, déjà là, de moi-même, j'ai commencé à acheter moins de viande, parce que ça coûtait horriblement cher, et que même le poisson, en fait, je m'attendais à ce qu'en Suède soit facile d'en trouver pas cher et tout, mais ça restait quand même un peu hors de prix. Donc, mécaniquement, j'ai mangé moins de viande. Et donc quand elle est arrivée, j'ai arrêté complètement et ça s'est bien passé sans problème. Et donc c'est ça, tu l'as vraiment vu sur ton porte-monnaie, sur ton budget, vraiment une différence à partir du moment où tu as arrêté la viande? Je saurais pas te dire, je regarde pas, étudié, je fais pas gaffe à ça. Mais la viande est vraiment, en tout cas en Suède, beaucoup plus chère qu'en France par exemple? Je faisais pas trop attention au prix, mais quand tu vois le prix d'un morceau de viande, de toute façon tu hésites toujours à l'acheter. Alors quand tu as une bonne raison qui est le climat ou la condition animale pour pas le prendre, tu es d'autant plus content, quoi. Donc je saurais pas te dire, mais c'était cher aussi en Suède. Après évidemment tu peux trouver de la viande de mauvaise qualité qui va pas coûter trop cher. Tu as vraiment envie d'acheter ça. C'est ça, c'est au final un peu aussi une des raisons pourquoi on quitte un peu la viande, c'est aussi de ne plus manger les steaks hachés par barquette de 10. Non, on sait pas exactement ce qu'il y a dedans, pas forcément de la viande d'ailleurs. Quelques antibiotiques de préférence. Possiblement. Mais quand je parlais aussi de difficultés pour faire des recettes, est-ce que tu t'es inspiré de recettes que tu as trouvées sur internet ou est-ce que tu as fait comme quand j'ai commencé, c'est-à-dire un peu n'importe comment? Sans... Ouais, c'est sûr, au début, le végétarisme, c'était juste manger la même chose qu'avant, mais sans la viande. Ah oui. Et donc, pour des plats, ça passe très bien. Pour d'autres, ça devient un peu plus bizarre. Déjà, quand tu veux faire des burgers, tu fais qu'est-ce que je mets au milieu, quoi. Ouais. Donc déjà, le halloumi, c'est la bonne solution. Ouais. Et donc, j'ai fait des expériences assez bizarres pour essayer de faire des steaks de haricots rouges pour remplacer et tout. T'as essayé de faire ton steak toi-même? Ouais, j'ai essayé de faire des steaks de haricots rouges, mais en fait, j'ai jamais réussi à avoir une consistance potable. Ça me fait de la bouillie chelou à chaque fois. Et là, petit à petit, j'ai laissé tomber ça. Et maintenant, petit à petit, j'ai trouvé quelques idées de plats végétariens qui sont très complets, qui sont très satisfaisants. Mais même sans ça, finalement, en fait, j'ai perdu l'habitude de manger de la viande, donc j'en ai plus besoin. Et donc, même remanger seulement des légumes que j'aurais mangé avant avec de la viande, même simplement tout seul, maintenant ça me suffit. Et même plus d'envie, oui, ça, même plus d'envie de Non, plus d'envie. Et d'ailleurs, même pire que ça, c'est que non seulement j'ai plus d'envie, mais les rares fois où je remange de la viande parce que j'ai envie de goûter un morceau de bœuf qui a l'air trop bon, ou alors de la viande que j'ai jamais goûté, parce que je considère que ça sert à rien d'être psychorigide là-dessus, du coup, j'aime beaucoup moins ça qu'avant. En fait. Alors qu'avant, un bon roast beef, c'était trop bien, quoi. Ouais. Je pouvais en manger des tranches vraiment d'affilée. Mais là, maintenant, tu vois, je pourrais pas en manger autant, c'est sûr. Comme quoi, je pense qu'il y a une forme d'accoutumance peut-être à la viande dont on se rend pas trop compte. Et est-ce qu'au final, tu as vu des bénéfices à passer à un mode de vie plus végétarien? Et également aussi, si tu as rencontré des contraintes. J'en préciserai un d'ailleurs plus tard si tu l'as pas... Ouais, par exemple, déjà contrainte, c'est quand tu vas au resto, t'es beaucoup plus limité en choix, même si finalement c'est plus pratique pour choisir plus vite. Ouais, c'est vrai. Après, quelquefois, je sais pas si tu as eu cette expérience, mais d'aller dans un restaurant où le seul choix végétarien, c'est une petite salade toute seule. Non, la salade, je n'ai jamais pris de salade, je crois, au restaurant. C'est un principe, tu vois. Je vais pas au restaurant pour manger de la salade. On est d'accord. Donc non, si le restaurant... En fait, en général, dans le restaurant, je regarde le menu avant d'y aller. Et si je vois qu'il y a vraiment rien, non merci. Par exemple, le Buffalo Grill, j'évite. Ouais. A priori, c'est pas la bonne destination. Je pourrais manger des frites, mais bon, c'est pas terrible. Tu peux aller chez Funch, légumes à volonté. Ouais, mais voilà, donc le restaurant, je regarde un peu s'il y a des plats végétariens avant. Voilà, donc en contrainte, sinon... J'allais te poser la question par rapport à la famille, peut-être.
À la famille, par exemple, au début j'étais juste avec ma copine, donc il n'y avait aucun problème vu qu'elle était végétarienne. Et quand je suis rentré en France, et en particulier, bon ça a commencé avant, mais en particulier pendant le confinement, où j'étais enfermé enfermé, c'est terrible de dire ça, avec mes parents et ma sœur. Et donc, en fait, mes parents qui sont pas végétariens, ils n'ont pas mangé de viande de tout le confinement. Parce qu'ils se sont adaptés à mon régime alimentaire. Ma sœur avait commencé aussi à être végétarienne. Mais ils étaient déjà ouverts sur la chose ou tu les as convaincus ou c'est juste pour une expérience? Non, en fait, ça avait commencé avant le confinement. Déjà, quand j'étais là, par solidarité, en fait, ils mangeaient la même chose que moi. Ils s'arrangeaient pour faire des plats pareils pour tout le monde. Ils se faisaient pas un morceau de viande à côté. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça se passe très bien. Donc, ils en mangent presque plus, même si eux, ils se qualifient pas comme végétariens, donc ça leur arrive toujours quand même de s'acheter un morceau de viande, mais c'est vraiment très très rare, ou éventuellement au restaurant ou des choses comme ça. Ils se mettent pas de contraintes. Mais chez eux? Mais à la maison, quand il y a des végétariens à la maison, ça les dérange pas du tout d'être végétarien. Donc de ce côté-ci, c'était vraiment très facile. Mais c'est pour ça que je trouve que le végétarisme, ça a vraiment un aspect où tu contamines les gens autour de toi. Genre, dans le bon sens du terme. Dans le très bon sens du terme, c'est que les gens se rendent compte que tu manges pas de viande, donc ils se posent des questions au début, mais alors pourquoi tu fais ça? C'est pas trop compliqué. Et justement, ils se sont pas inquiétés au niveau santé, peut-être des histoires de carence? Alors, histoire de santé et carence, moi je t'avoue que j'ai jamais trop fait attention à ça. Ouais. C'est peut-être pas très raisonnable, mais j'ai jamais constaté de. En fait, je m'étais dit, si je me rends compte que je me sens un peu faible ou pas bien, j'irai voir le médecin, faire une prise de sang et voir si je suis carencé. Mais je me suis toujours senti en forme. Et d'autant plus en forme qu'après être passé végétarien, je me suis mis à courir et j'ai couru un semi-marathon, j'étais en pleine forme et franchement, j'ai vu aucun inconvénient, alors que je fais pas spécialement attention. Même si je sais que c'est bien de manger des légumineuses, donc avant je mangeais jamais de haricots rouges, maintenant j'essaie d'en manger un peu plus. Voilà, après les pois chiches c'est bon aussi. Voilà. Pas tous les jours, mais... Non, pas tous les jours, mais voilà. Le houmous, c'est la vie. Le houmous, c'est l'ingrédient du végétarien, je trouve. Ouais, le houmous, c'est la vie. Et voilà. Mais donc non, c'était pas difficile et donc ma famille ils se sont pas spécialement inquiétés et donc ils voient que je deviens végétarien, que j'arrête de manger de la viande. Donc je leur explique mes raisons, même s'ils les connaissent en partie déjà, mais voilà, comme ça on en discute. Et ils essayent aussi, puisqu'on mange ensemble et ils font des efforts et ils se rendent compte que en fait, ça marche très bien, quoi. Et donc c'est tout bénef, il y a tout le monde qui en profite. D'ailleurs, en termes de bénéfices, toi, tu as observé quelque chose ou peut-être au niveau santé, je sais pas alors, bénéfices, je pense que j'ai un peu perdu de poids. C'est pas... Bon, est-ce que c'est vraiment bénéfice? Ça dépend si... J'étais pas spécialement en surpoids avant, mais... Pour les auditeurs, ça va. Il est en forme. Il est pas trop maigre, ni trop gros. Juste ce qu'il faut. Non, voilà, bénéfice... j'ai pas constaté de bénéfices particuliers. Après, à part... on a la conscience tranquille, quoi, aussi. Déjà, ça, c'est pas négligeable. Après, au niveau santé, j'imagine que le fait d'être végétarien, ça nous fait tendre aussi vers manger plus bio. Parce qu'on fait attention à son alimentation, donc aussi on peut recentrer son budget aussi vers des choses qui sont un peu meilleures. Mais j'ai pas vu que concrètement... Au final, c'est un tout, et ce que tu disais, c'est... Voilà, tu deviens végétarien, mais pas que, tu fais un peu plus attention, tu réfléchis un peu plus peut-être à ce que tu cuisines par rapport à avant. Comme tu disais, avant, c'était cordon bleu. Les cordons bleus, ouais. Bon, les cordons bleus avec des pâtes, voilà, bon, ça, j'en mange un peu moins. Mais je suis plus étudiant aussi, plus le temps de cuisiner. Voilà, mais oui, c'est sûr que, en gros, si tu deviens végétarien, c'est que déjà, tu as une conscience écologique qui est assez élevée. Et donc, évidemment, tu vas faire attention à autre chose aussi, quoi. Tu vas pas acheter des trucs sous plastique plein de pesticides tant que c'est marqué dessus et que tu es au courant, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Et peut-être pour conclure sur cette partie-là, justement, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait devenir végétarien mais qui ne sait pas trop comment faire ou justement qui a un environnement qui n'est pas trop tourné vers le végétarisme, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire justement? Moi je dirais que déjà faut pas se mettre la pression, ça sert à rien d'essayer de se dire qu'on va passer végétarien d'un seul coup. On peut déjà commencer à essayer de se dire je mange pas de viande là, j'essaye et puis petit à petit je trouve des alternatives. Et donc en réduisant petit à petit, en fait on va se rendre compte qu'on en a moins besoin et que ce sera en fait tout facile d'arrêter. Voilà. Ça passer de 0 à 1, faire la première étape. C'est ça, il faut y aller doucement. Ok, et donc pour la deuxième partie, justement, on va parler un peu plus des transports, et en particulier d'un road trip que tu as fait dans le sud de l'Europe. Est-ce que tu peux un peu raconter l'idée, la genèse de ce voyage? L'idée c'était de faire un voyage de fin d'études, et donc avec ma copine on voulait aller en Corse. Et sauf qu'en Corse, on n'avait pas envie de prendre l'avion, parce que l'avion c'est pas terrible, et que ça sert à rien d'être végétarien si on continue à prendre l'avion. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr.
Donc on s'est dit comment on peut aller en Corse autrement qu'en avion. Donc il y a le bateau. Et à côté de ça, on avait la sœur de ma copine à aller voir en Espagne et mon cousin en Italie. Donc on s'est dit allez, on se fait un petit tour comme ça. Donc on est parti de Nantes, on a pris le bus de nuit jusqu'à Saragosse en Espagne. Donc c'est là qu'on a retrouvé la sœur de ma copine. On a passé un jour sur place, on a repris le bus jusqu'à Barcelone, on a passé une journée sur place. De là, on est retourné à Marseille en bus aussi, donc bus de nuit, avec petit réveil à la frontière par les gardes à la douane. Voilà, donc de Marseille, on a pris le bateau jusqu'à Ajaccio. Sur place, on a été obligé de louer une voiture. Au début, on s'était posé la question, on se fait des vacances sans voiture, on pourrait louer des vélos, prendre le train et tout, mais la Corse, c'est pas possible. C'est très montagneux, faut avoir des gros mollets peut-être. Ouais, voilà. Donc on n'était pas prêt à ça, et d'autant plus que si tu dois te balader des sacs, c'est horrible. Et la voiture, c'est quand même un confort non négligeable, et dans des îles comme la Corse, faire ça paraît impossible. Surtout si tu veux voir du pays en fait. Vous avez fait le tour de la Corse justement? Non, on a fait la partie sud. On a fait la partie sud de la Corse. Donc on est resté en Corse une dizaine de jours, une quinzaine de jours. Voilà, donc avec une voiture qu'on a louée. Donc à la fin du séjour, on a rendu la voiture à Ajaccio. On a pris le train qui traverse l'île jusqu'à Bastia. Donc c'est un train super qui passe dans les montagnes, c'est un petit tortillard qui se balade et la vue est trop belle. Et de Bastia, on a pris le bateau jusqu'à Livourne en Italie. Voilà, de Livourne, on a pris le train jusqu'à Florence, où on a passé la journée. Et ensuite, on a repris le train jusqu'à Bologne. C'est là qu'il y a mon cousin qui faisait son Erasmus, donc on l'a rejoint là-bas. On a passé 3 jours sur place. Et de Bologne, c'était assez facile en fait. On prend direct le train qui arrive à Lyon, où on a fait une étape pour rentrer finalement jusqu'à Nantes aussi. Donc le total, ça a duré combien de temps? Au total, ça a duré 3 semaines. Et est-ce que c'était horriblement pas confortable? Alors, justement parce que vous avez fait des trajets en bus de nuit. C'est un peu la solution finalement qui est pas chère et qui permet de faire de longues distances mais qui prend assez longtemps. Ouais, alors, moi, je trouve les bus de nuit c'est trop bien. En fait, tu vas dedans le soir, tu arrives le matin et tu gagnes une nuit sur ton voyage. Bon, évidemment, tu dors mal. C'est pas confortable et le lendemain, tu es un peu fatigué. Mais on l'a pris plusieurs fois dans le voyage et autant la première nuit était horrible et pour les autres trajets, ça allait de mieux en mieux. Donc c'est vraiment, on s'habitue encore. Et ça, au final, les gens ont peut-être des appréhensions. Oui, qui ne sont pas totalement infondées. Parce que, infondées et fondées. Oui, parce que évidemment, quand les gens te disent le quart de nuit c'est inconfortable, oui, c'est inconfortable. C'est sûr que l'avion qui t'amène là au même endroit en 2 heures, c'est plus confortable. Mais tu dois payer une nuit en plus sur place déjà, tu pollues. Finalement, pour les longs trajets, ça compte pas trop, mais l'avion, faut arriver avant à l'aéroport, tu as des contrôles de sécurité qui sont super longs, alors que le car, tu montes dedans, tu mets ta valise et puis c'est parti. Et justement, en ce moment, il y a le débat par rapport au vol intérieur en France. Supprimer les vols pour tous les trajets qui peuvent être faits en train à moins de 2h30. 2h30 selon le gouvernement, 4h pour... Oui, mais c'est passé d'ailleurs, je crois, le truc pour 2h30. C'est passé ? Non, je sais pas, j'ai un doute. Mais enfin bon, 2h30, qu'est-ce qu'on fait en 2h30 c'est à peu près Nantes en fait, à peu près Nantes-Paris. C'est du Paris-Nantes, c'est Paris-Rennes, c'est Paris-Strasbourg, Paris-Lyon. Mais voilà, 2h30. Paris-Marseille, ça commence à être un peu long. Ça doit être un peu plus long. Mais 2h30 en train, justement, là c'est là que le temps rajouté à l'aéroport, il est énorme. Le temps d'aller à l'aéroport, de faire tous les contrôles de sécurité, de débarquer et de récupérer sa valise, finalement ça va faire autant de temps que... Surtout que souvent c'est vrai que les gares, que ce soit de bus ou de train, sont situées en plein centre-ville. Oui, voilà, alors que l'aéroport, il faut y aller, payer la navette. Donc oui, je pense que c'est une bonne chose d'interdire l'avion sur les vols intérieurs. Avec évidemment si on doit faire l'île Toulouse, éventuellement ça peut rester envisageable. Mais il faut que les gens aient bien conscience que c'est pas viable, quoi. Et donc toi d'ailleurs sur ce sujet, qu'est-ce que tu penses qui est le plus efficace justement pour un peu changer de modèle? Est-ce que c'est plus par la consommation, c'est-à-dire chaque personne prend ses responsabilités et décide par ses actions de modifier plus ou moins la société? On va dire par exemple... tout le monde se décide à un moment de ne plus prendre l'avion, eh bien l'économie de l'aérien forcément diminuera. Ou plutôt dans l'autre sens, d'imposer des normes par des lois. Moi je pense que l'action individuelle c'est indispensable. C'est sûr que si personne ne change son comportement de manière individuelle, il n'y a pas de raison que ça change de manière collective et que ça ait des impacts significatifs. Mais justement par rapport à ce que tu disais avant, par rapport au végétarisme, que ce soit une épidémie on va te dire. Ouais, ça tu n'y crois pas à plus grande échelle justement? Non, j'y crois pas parce que... j'y crois pas. C'est important, c'est indispensable parce que c'est une partie du chemin à parcourir.
mais c'est pas là que en fait va se jouer le plus gros des choses. Là, en fait, c'est presque plus dangereux de se dire bon, ok, tout le monde va trier ses déchets, cool, chacun a fait son boulot et on va sauver la planète comme ça. Mais en fait, c'est du greenwashing de dire ça. À la fin, si tu fais tous les efforts que tu veux sur l'année pour ne pas manger de viande, par exemple, mais que tu prends l'avion pour chacune de tes vacances, ou disons 2 fois par an, mais même 1 fois par an en fait, et t'as gâché tous tes efforts parce que l'avion c'est terrible. Et au-delà de ça, donc baisser sa consommation d'avion de manière individuelle, c'est important. Mais il faut qu'à côté de ça, tu aies des alternatives pour pouvoir arrêter de prendre l'avion. Et donc c'est pour ça que les actions individuelles, ça ne va pas suffire. Pour moi, il faut aussi qu'il y ait des actions à plus grande échelle qui soient portées par l'État, les entreprises, les collectivités. J'avais lu une étude de Carbone 4 qui parlait de faire sa part. Et donc, juste peut-être du coup pour préciser pour ceux qui ne connaissent pas, donc Carbone 4 c'est un bureau d'études en stratégie environnementale dont l'un des fondateurs est justement assez connu dans le milieu de l'écologie et de l'énergie, c'est Jean-Marc Jancovici. Et donc ils font régulièrement des rapports justement sur quelle méthode adopter pour réduire les émissions totales d'un pays en carbone. Ouais, je te laisse continuer. Et donc dans cette étude, en fait, ceux qui ont fait l'étude ont essayé de voir quelle serait la juste part de chacun, de quelles seraient les actions à conduire pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Donc en gros, ils considèrent qu'on ait une empreinte carbone moyenne pour chaque Français d'environ 11 tonnes de CO2 par an, quelque chose comme ça. Okay. Et donc ils ont mesuré que si on prenait en compte que les actions individuelles, donc qui portent sur le transport, sur l'alimentation, donc avec le végétarisme et le tri des déchets et des choses comme ça, et qu'au maximum, si chacun des Français faisait ces actions-là à fond, donc vraiment parfaitement, pas d'avion, pas de viande, on trie parfaitement et tout ça, on pourrait réduire ses émissions que de 25%. Alors que pour viser les accords de Paris, il faut viser moins 80%. Alors, on en est loin quand même. On en est très loin. C'est pour ça que le reste doit venir d'autre part. Et encore, on dit 25%, mais c'est si tout le monde joue le jeu à fond. Ils font l'estimation plus réaliste, si seulement quelques personnes le font, ils estiment qu'environ on réduirait que de 5 à 10%. Donc ça laisse un chemin immense à parcourir jusqu'aux 80% de réduction. Donc le reste, ça doit être soutenu par l'État, les collectivités, les entreprises. Donc en partie pour pouvoir aider les particuliers à faire de la rénovation thermique, à changer leur chaudière, des choses comme ça. Donc ça c'est une partie importante qui joue encore un peu au niveau individuel, mais avec quand même du soutien extérieur, du soutien financier. Mais tout le reste, il faut décarboner l'agriculture, il faut décarboner l'industrie, il faut donner des législations qui permettent d'interdire des comportements qui vont émettre beaucoup. Et ça dès maintenant. Ça dès maintenant, c'est sûr, parce que sinon, déjà maintenant, on a du boulot si on veut encore tenir les objectifs de Paris. Et au final, ce sont des chantiers énormes. C'est par exemple, quand tu dis l'agriculture, c'est par exemple supprimer les véhicules motorisés pour l'agriculture et plus passer à de l'agroécologie, quoi, de la permaculture, des choses comme ça. Mais en fait, ça demande un changement de société profond et que les individus peuvent pas juste entraîner eux-mêmes par leur comportement. Ça doit venir aussi d'autre part. Et c'est pour ça que c'est ce dont il parle dans l'étude, c'est que c'est important aussi de s'investir autre part. Pas que de manière individuelle, mais essayer de porter ça au niveau au-dessus. Là-dessus, est-ce que tu appartiens à une asso ou est-ce que tu suis des mouvements un peu Alors non, à mon grand regret, j'ai pas encore trouvé d'asso dans lequel m'investir. Je viens d'arriver sur Paris depuis pas très longtemps et ça me trotte dans la tête, mais je sais pas encore quoi faire. C'est une réflexion que tu as en ce moment. C'est une réflexion qui me trotte dans la tête. En attendant, j'aime bien suivre ce qui se passe au niveau politique et au niveau national. Et donc je suis ce qu'il y a dans les infos. Et donc c'est pour ça, pour moi, les élections, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est là que c'est le moyen qui va permettre que les changements de comportement individuel puissent se transmettre à l'échelle au-dessus, même si c'est pas sûr que ça fera tout, parce que même si on venait d'élire par exemple un président écologiste, est-ce qu'il pourra tout faire ? C'est pas sûr. Mais c'est un pas qui est très important et qui est indispensable. D'ailleurs, le podcast, le jour où il est enregistré, c'est le samedi 27 juin. Justement, demain, ce sont les élections municipales en France, avec la possibilité également de plusieurs villes qui pourraient basculer les côtés écologistes. Il y a Grenoble qui est déjà écolo. Oui. J'ai entendu, Marseille pourrait passer écolo. Bordeaux, je sais plus, mais Lyon aussi. Lyon, ouais. Des grandes villes qui pourraient passer vert, avec possiblement, peut-être une transformation de la ville dans un sens plus écologique. Mais toi, tu mettrais aussi le doute un petit peu de... Je dis que c'est important et c'est indispensable, mais je suis encore perplexe. Je ne sais pas si ça va apporter la solution parfaite. Une autre piste, c'était la Convention citoyenne sur le climat, qui a terminé il n'y a pas très longtemps, là.
et qui a proposé 150 propositions. Donc on attend aussi la semaine prochaine de voir comment le gouvernement va répondre à ça. J'ai envie d'y croire, j'ai envie de me dire que c'est beau, c'est vraiment quelque chose qui est représentatif de la France. Le tirage au sort, il a été fait de façon à ce que ce soit représentatif. Et donc des gens qui a priori n'avaient aucune connaissance du climat, de ces problématiques-là, ils ont appris et ils ont décidé d'eux-mêmes des mesures à prendre. Donc si on ne suit pas ces gens-là, c'est qu'il y a une hypocrisie folle au-dessus, quoi. Ouais, non, c'est sûr. C'est n'importe quoi. Donc, je sais pas, après révolution ou pas, je suis pas prêt forcément à ça, mais voilà. Donc, j'ai envie de m'investir, je sais pas comment, mais je pense que c'est important. C'est indispensable, en fait. Donc, donc on finit un peu là sur une note d'espérance, justement, par rapport à cette convention citoyenne. Pour l'instant, il y a juste les décisions qui ont été données, mais on verra plus tard si elles seront passées sous référendum ou loi. Normalement, ça a été promis. Donc, on verra. Du coup, là, on va arriver à la dernière partie de ce podcast. Donc, c'est ce que j'appelle les écolo-tips. 4 questions courtes, 4 réponses courtes sur les principaux domaines que concerne le podcast. Donc, l'alimentation, le transport, le déchet et également une partie culture. Donc, d'abord, ma première question. Est-ce que tu as un plat végétarien que tu conseilles à tout le monde, que tu aimes bien, que tu cuisines souvent? Ouais, moi j'aime bien les faritas végétariennes. Du coup, qu'est-ce que tu mets dans tes faritas justement? Qu'est-ce que je mets dans mes faritas? Du poulet? Non, alors justement, j'évite le poulet, mais je mets des haricots rouges. Et donc c'est pas mal, c'est une recette végétarienne que je couple avec du zéro déchet. C'est que les haricots rouges, je les achète en vrac et donc je les cuis moi-même. Donc ça met un peu de temps, il faut préparer, mais voilà. J'ai essayé la dernière fois de faire les galettes moi-même et ça a plutôt bien marché. Donc j'étais assez content, je le referai. Donc c'était assez simple. J'avais peur que ce soit horriblement raté, mais c'était très bon et c'était facile à faire. Donc avec ça, tu rajoutes des épices, de la tomate, des poivrons, et même simplement avec ça, même de la patate douce. C'est super bon avec de la patate douce aussi. Et c'est vraiment trop bon, avec une petite DSP à côté. Bien sûr, toujours la petite bière. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'a pas de café. On discute autour d'un petit verre de bière d'ailleurs. Ah oui, désolé, j'avais pas ce qu'il fallait. Et de toute façon, vous retrouverez toutes les recettes sur le site internet cafévertpodcast.fr. En transport, est-ce que tu as une idée de destination en France ou en Europe proche, accessible en train, que tu conseilles? Moi je vous conseille Bologne en Italie. C'est une ville que je connaissais pas avant, mais qui est vraiment splendide. Donc c'est une ville qui a plein d'arcades. En fait, toutes ces rues sont faites avec des arcades pratiquement. Donc on peut se balader à l'ombre ou à l'abri de la pluie tout le temps. Donc c'est magnifique. C'est une ville où il y a la plus vieille université d'Europe, quelque chose comme ça. Ouais. Okay. Il me semble que c'est ça. Et surtout, on y mange divinement bien. Pas que des pâtes, on mange des glaces. Les pâtes bolognaises, c'est pas très végétarien d'ailleurs. Alors non, mais apparemment les pâtes bolognaises, c'est pas tout à fait la version qu'on en a en France là-bas. Ok. Je suis pas sûr que ce soit végétarien non plus, mais voilà, j'ai jamais aussi bien mangé que là-bas. Donc je vous le conseille vraiment. C'est facilement accessible. Comment tu y vas? Oui, c'est un train direct. De Lyon, on peut y aller directement. Ok, donc un Paris-Lyon, Lyon-Bologne. J'imagine qu'en partant de Paris, ça devrait être un total de 4-5 heures. Ouais, peut-être quelque chose comme ça. Donc accessible pour un week-end. Je l'ai fait en 2 jours, donc je sais plus, et c'était jusqu'à Nantes. Mais je pense que c'est très accessible et ça vaut le coup. Oh, parfait, ouais. C'est vrai qu'au final, en Italie, on pense souvent à Florence, à Venise, à Milan. Mais Bologne, on pense à Oui, on connaît moins, et ça a l'avantage en plus d'être un peu moins touristique. C'est très étudiant comme ville. Mais au niveau tourisme, quand j'y suis allé, il n'y avait pas grand monde, donc c'était très agréable. Donc pourquoi pas cet été avec la réouverture des frontières justement, aller en Italie, revenir en Italie. Et le troisième, donc une astuce zéro déchet que tu as ou un produit que tu fabriques toi-même? Alors moi j'ai pas vraiment d'astuce zéro déchet, mais quelque chose que je peux te dire c'est que mon téléphone j'ai acheté sur Back Market, donc c'est un téléphone reconditionné. Okay. Donc ça permet d'éviter d'acheter des appareils neufs qui vont consommer des ressources en plus. Là, c'est un téléphone qui avait déjà une vie avant et qui a été remis en état et donc qui fonctionne parfaitement bien. Et justement, tu trouves beaucoup de choses sur le marché. Il y a tous les types de téléphones et on peut même sélectionner l'état, le niveau d'ancienneté du téléphone. Mais derrière, il n'y a pas que des téléphones, il y a tout l'électronique dans tous les sens. Et tu n'as jamais eu de problème? J'ai jamais eu de problème avec. Ça marche très bien. D'autant plus que je l'ai pris presque comme neuf quand même. Je voulais faire attention. Mais je pense qu'en le prenant même en état un petit peu plus dégradé, donc c'est-à-dire avec des rayures, il marcherait très bien parce qu'il a été remis en état. Et ça coûte beaucoup moins cher aussi. Ah, c'est sûr. Et c'est vrai que c'est toujours un conseil de ne pas acheter neuf, si possible,
d'essayer de pouvoir toujours acheter des choses, par exemple pour les vêtements en friperie, faire de la seconde main, c'est ce qu'on appelle. Ouais. Avec quand même une limite sur Back Market, il ne faut pas que ce soit non plus acheter un téléphone par an. Oui, bien sûr. Il faut quand même se limiter. Ne changer que quand c'est cassé. Voilà, quand ça marche plus. Ça marche. Et pour la dernière question, alors ça concerne un peu la culture. Est-ce que tu as un livre, un documentaire sur le thème de l'écologie que tu conseillerais à une personne qui voudrait se renseigner un peu plus sur le domaine ou trouver des conseils autre part? En tout cas, qu'est-ce que tu conseilles? Alors moi, j'ai lu récemment le livre La théorie du donut de Kate Raworth. Okay. Donc c'est un livre en fait d'économie qui remet en cause les objectifs actuels de l'économie, donc c'est-à-dire pousser la croissance et se concentrer uniquement sur le PIB pour essayer de viser le donut. Donc le donut, c'est se dire que notre société humaine doit vivre entre un plafond écologique, donc c'est-à-dire qu'on respecte les limites de la planète, de ce qu'elle peut nous donner au niveau des ressources, au niveau de l'énergie, au niveau de la pollution et tout. Donc vivre en dessous de ce plafond, mais aussi au-dessus d'un plancher social. Donc c'est-à-dire que chacun puisse vivre décemment, qu'il n'y ait plus de faim, qu'il n'y ait plus de maladies, que chacun soit égal au niveau social. Et une vie décente. Une vie décente, tout à fait. Et donc si on trace en gros les deux lignes, ça fait comme un donut avec un trou au milieu. Ça donne faim. Voilà, ça donne faim. C'est un livre qui donne faim. Donc c'est un livre quand même d'économie, mais ça soulève plein de sujets. Donc ça parle de revenus universels, de changement d'éducation pour les économistes qui doivent trouver des solutions. Ça parle de monnaie locale. Ça soulève plein de problèmes très intéressants et moi j'ai trouvé ça vraiment très inspirant. Et au final, c'est vrai que ce sont des sujets qui sont très, très actuels. En particulier la monnaie locale, ça se développe pas mal, oui, c'est vrai. Le revenu universel, on en a eu un exemple aux dernières élections présidentielles. Tu lui dis que c'est un livre d'économie. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde ou il faut quand même un peu avoir des bases d'économie? Non, c'est ouvert à tous. Hein. Le but, c'est vraiment de présenter l'esprit de cette théorie. Donc, c'est pas du tout technique ou quoi que ce soit. D'ailleurs, j'y connais rien en économie. Ça reste très compréhensible et c'est très clairement expliqué. D'ailleurs, c'est agréable à lire. Ok. Et c'est traduit en français. Ça marche. Du coup, je vous le conseille, vous trouverez bien sûr le livre sur le site cafévertpodcast.fr. Donc, l'interview va se terminer. Merci Maël pour cet échange. Avec plaisir, Christophe. On va se quitter donc maintenant et vous retrouverez bien sûr tous les épisodes de Café Vert sur notre site internet cafévertpodcast.fr et également sur tous les hébergeurs de podcasts, Apple, Google Podcast, Deezer, Spotify, un peu partout. Et on vous retrouve très bientôt. Salut Maël. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté Café Vert. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast et à partager l'épisode autour de vous. Cela aide concrètement la chaîne à se faire connaître. Nous sommes également présents sur les réseaux Instagram, Facebook et Twitter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.